Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo Karim KH et qui est la veste en cuir de la culture hip-hop, comment ça va? Écoute, ça va bien, tranquillement. J'étais pas prêt pour la présentation. Méchant, mais. Ça me mettrait au surnom que Mathis donne aux gens. Euh, bienvenue à toi, Karim. Ouais, bienvenue, merci. Avant de démarrer la conversation, je m'adresse à tous ceux qui tombent sur le podcast, qui nous écoutent, et je rappelle la base. Ça s'appelle Sweep et on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, et je crois que je n'oublie rien. Donc si vous connaissez le podcast, merci à tous ceux qui nous suivent déjà depuis 2-3 ans et à ceux qui viennent de le découvrir, allez checker tous les épisodes précédents. Karim, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Je me présente, je suis Karim Garache, danseur et chorégraphe hip-hop. Ouais, je suis âgé de 8 ans et demi, j'habite aux 3 rue du Lac. Non, je plaisante. Voilà, en fait, je suis danseur et chorégraphe hip-hop et il vient du groupe aussi Sanmom. J'ai j'ai commencé en fait mon travail de groupe et de partenariat avec Carmen Loanga et actuellement j'ai ma propre compagnie qui s'appelle Compagnie Cage. Il y a de ça 1 an, tu jouais ta première pièce Blow à l'Institut du monde arabe. Mhm. Est-ce que depuis, tu as eu beaucoup d'autres projets? Est-ce que cette pièce, elle tourne toujours? Ou est-ce que tu as arrêté de la jouer? Qu'est-ce qui Euh, anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime tes journées? ok. Alors, pour commencer cette pièce, je l'ai créée il y a à peu près 4 ans maintenant. C'était en fin 2018. Et on a pu la jouer pendant à peu près 2 ans. C'est cool, sur des dates étalées, hein. Vous connaissez un peu comment ça fonctionne dans le milieu. Mais après, il y a eu le Covid. Et du coup, c'est cette date-là dont tu parles à l'Institut du monde arabe. C'est une date, en fait, c'était un report. C'était un report de date. Voilà, dans le Covid, il y avait eu grave des spectacles qui ont été annulés, reportés, tout ça. Et donc, c'était un report. Et à vrai dire, c'est la dernière fois qu'on l'a joué, vraiment. On a joué cette pièce. Et moi, dans l'intention, à la base, cette pièce, je voulais grave tourner avec. Et on avait l'occasion de grave tourner avec avant le Covid. Mais le Covid est arrivé, fin du game. Mais c'est pas plus mal parce que, comme tout artiste, comme vous, comme moi, comme tout le monde, bah, ça m'a permis de réadapter en fait mes moyens de m'exprimer, en tout cas, et de pousser sur d'autres moyens qui sont en dehors de la scène, comme bah, les plateformes et puis la vidéo. Donc là, actuellement, depuis la reprise, je me suis pas mal concentré aussi sur la réalisation, que je me suis dit, on sait jamais, on est à l'abri de rien, et puis on a toujours besoin de partager ce qu'on fait et de vivre, en fait, de kiffer ce qu'on fait, quoi. Donc je me suis dit, la vidéo, c'est un des meilleurs moyens, parce qu'en vrai, le Covid, je pense pas qu'il va toucher Internet, à moins que chez Apple, il y ait un nouveau virus, mais voilà, en tout cas, ça, c'est un peu mon nerf de la guerre en ce moment. Mais je travaille toujours sur des projets de création avec la compagnie, on lâche rien. Là, pour l'instant, j'ai pas de titre ou de, euh, de projet à proprement bien défini pour en discuter, mais on lâche rien. Et ce moment, du coup, le Covid, ça a mis, je pense, ça a testé la motivation de plein de gens dans plein de métiers différents. Toi, quand la pièce a été, euh, a été ralentie, a été coupée par le Covid, alors que tu lui espérais une vie plus longue, comment t'as géré cette motivation-là? Est-ce que t'as tout de suite su rebondir ou est-ce que, euh, ou est-ce que t'as dû un peu encaisser le choc avant de trouver à nouveau la motivation? Je t'avoue, j'ai dû encaisser le choc. J'étais choqué, moi. Le Covid, il m'a fait du sale un peu. Déjà, je suis pas un mec qui aime s'enfermer. J'ai toujours besoin de bouger et tout, nan. Et je t'avoue que j'ai dû encaisser le choc avant de réenchaîner.
Mais, mais quand on dure, c'est toujours pour une bonne raison. Et voilà, je vais prendre un peu une métaphore, mais c'est comme une olive. Plus tu la presses et t'as l'huile qui sort. Bah, je me suis senti comme ça en vrai. Et, euh, et c'était magnifique parce qu'après, j'étais tellement inspiré de tout ce qui s'était passé, de tous les cheminements que j'ai pu avoir justement pendant ce confinement. Et ça m'a permis en vrai ben, déjà de revoir tout en fait, toute la conception des choses, de ma façon de voir les choses, de ma façon de voir mon métier, des projections aussi, parce que je sais pas si je suis le seul, mais moi je travaille beaucoup comme ça aussi. On se projette, on se dit, ouais, je vais faire ça, je vais faire un tel, nan. Et puis surtout quand on commence à faire un travail de compagnie, tu commences à, voilà, disons, j'ai commencé en 2018, tu commences à faire une pièce, tu dis, bah ça sort dans 2 ans, et tu vois, tu fais que des projections. Et franchement, déjà, ça m'a fait un gros travail sur l'humilité, et puis sur le fait on est maître de rien, on n'est pas maître de demain. Donc en fait, ton présent déjà cultive l'au max et après on verra en vrai. Donc déjà sur la perception, ça a beaucoup joué. Pour continuer à faire un petit état des lieux, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu tout ce que tu fais, parce que la particularité, c'est que tu viens des battles, mais tu as eu le courage de monter ta compagnie et de faire des pièces, mais tu es aussi méga investi dans la réalisation vidéo. Et j'ai vu que tu faisais aussi de la médiation, donc tu fais tout un tas de trucs. Et l'idée, là, pendant l'heure de conversation, c'est, là, on va commencer en comprenant un peu tout ce que tu fais, puis ensuite, on rentrera plus en détail dans tes processus créatifs et comment tu penses et comment tu as développé un univers. Mais du coup, pour parler de vidéo, qui est un des trucs centraux de ta vie, j'ai l'impression depuis longtemps et particulièrement du coup en ce moment. Il y a 2 ans, t'as commencé à imaginer un projet de court métrage qui s'appelle Torn, et il a vu le jour là il y a pas longtemps du tout. Donc déjà félicitations d'avoir porté un projet comme ça jusqu'au bout. Avec Mathis, on l'a regardé, on a adoré. Et, euh, et du coup, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est comment est-ce que ce projet vidéo est né et d'où est partie la nécessité de le faire? Cette vidéo, enfin cette réalisation, quand la première fois que j'ai eu l'idée, à la base, il n'y avait pas de réalisation, j'avais juste créé une chorégraphie comme ça à l'instant. Et, et en gros, c'était en fait, j'ai plus exactement la date, mais c'était juste avant de vraiment d'être confiné. Et j'étais à la salle avec les gars et tout, j'ai dit, vas-y, j'ai vu un film là dernièrement et tout, je kiffe grave le son du film et tout, vas-y, non, on teste un truc dessus et tout. Je sais pas, le son il m'inspirait grave, genre. Et je me suis dit, vas-y, ben, je vais tester et tout. J'ai commencé à taffer dessus et tout, à créer tout, et à travailler sur des postures, des trucs comme ça et tout. Et là, je me dis, bah vas-y, je vais en faire un visu, tu vois. Et du visu, là, après, j'ai voulu pousser un peu plus loin et je me dis, mais en fait, ça raconte vraiment quelque chose et j'arrive à lire certaines choses dedans que j'aimerais exprimer différemment, tu vois. Et donc, enfin, la réalisation s'appelle Thorn, qui veut dire l'épine. Mais pourquoi l'épine? C'est d'ailleurs avec une amie que j'ai pu cibler, en fait, ce terme qui, pour moi, était très précis, que j'arrivais pas à exprimer, en fait, ce que je voulais dire en un mot. Et c'est une amie à moi qui s'appelle Joanne Faye qui m'a aidé aussi à trouver ce terme-là parce que c'était pour faire c'était un peu la métaphore ou même on va dire un parabole avec l'hypersensibilité. Et comme c'est quelque chose qui n'est pas palpable et qu'on n'arrive pas vraiment à cibler exactement ce que c'est une hypersensibilité, en fait, je me dis, mais en vrai, et on parlait, je me dis, ouais, mais tu vois, c'est un peu comme tu sais, c'est tellement fin et tout, nan, nan, c'est tellement en fait subtil, comme une épine que voilà, en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir, à le centrer, à savoir où c'est, commencer à le définir, peut-être par manque de savoir, mais aussi par subtilité en tout cas. Et je voyais qu'avec mes gars, en fait, on avait aussi ce point en commun. Et, et je ne le savais pas, et c'est avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, je travaille avec des gars, en fait, avec lesquels, en fait, on a un peu la même sensibilité à ce niveau-là, tu vois. Et je me dis, bah, c'est charmé, je vais parler de ça, alors, du coup. Et c'est là qu'elle avait rebondi, elle m'a dit, mais, bah, en fait, bah, l'épine, en fait. Appelle-la l'épine, direct.
Après, je connais entre sauces. Ah ouais, l'épine. Ah, j'avoue, ça envoie, hein. Ah, vas-y, l'épine. Ok, let's go. Donc voilà, c'est pas parti vraiment d'une nécessité, mais bon, comme tout, je pense que oui, bien sûr, ça part d'une nécessité, peut-être inconsciente, tu vois. Mais voilà, de base, l'inspiration, c'était ça. Et après, par la suite, on s'est dit, et tout, vas-y, venez, on part en Grèce et on le fait là-bas. En plus de ça, à chaque fois, c'était, parce que, excusez-moi, j'ai un peu sauté les étapes, mais dans ma compagnie, j'ai des danseurs qui viennent un peu de partout, euh, comme Petros qui vient d'Athènes, qui vient de Grèce, Gerson qui vient de la région genevoise et frontalière, en tout cas avec la France. Et du coup, et à chaque fois, en fait, ils venaient tout le temps sur Paris, les gars. Et là, je me dis, vas-y, là, vas-y, c'est à notre tour. Mais non, on essaye de bouger et toucher l'autre à chaque fois. Et, euh, et puis même, c'est inspirant, tu vois, de bouger. On s'est dit, vas-y, on va aller en Grèce. Vas-y, vas-y, t'inquiète, Petros, la prochaine fois, on vient en Grèce. Et là, on s'est dit, vas-y, on vient en Grèce cette fois, on fait un projet et tout. Et par Petros, donc qui a trouvé le Real, qui s'appelle Alexander Stamachadis. Il travaille déjà avec lui et on a écrit le projet, on lui a soumis et sur la parlé direct. Elle a dit, écoutez, vas-y, tout d'un an, je suis chaud. Partons sur une collaboration et allons-y, faisons ce projet. Donc voilà. Après, c'est pour ça que j'explique ce cheminement qui est un peu long quand j'explique, mais dans le sens, c'est pas parti d'une nécessité j'avais déjà le truc en mode, ah, il faut que je fasse cette vidéo. Non, c'est parti d'abord d'une chorégraphie qui m'a inspiré j'avais le noyau et puis petit à petit, en fait, il y a tout autour qui s'est dessiné jusqu'au résultat final aujourd'hui, quoi. Mais, donc voilà, ça répond à ta question. C'était, c'est parti de là. Ouais. Euh, j'ai envie de te poser plein de différentes questions par rapport à ce projet-là, mais par rapport au thème principal, l'hypersensibilité, euh, toi, toi personnellement, euh, en quoi est-ce que ton hypersensibilité, tu la vis et en quoi est-ce qu'elle se traduit dans ta vie, toi? Comment t'as compris que t'étais hypersensible? Bah, déjà, c'est par rapport j'ai ressenti ça par rapport à mon lien avec la musique et de comment je l'écoutais et de ce que ça exprimait, comment ça se propageait en moi et de ce que ça me provoquait en tout cas, tu vois. Euh, En vrai, j'ai pas poussé la recherche sur mon hypersensibilité sur le plan psychologique et tout ça, mais en tout cas sur le point artistique. Et à force de travailler avec les danseurs, ça faisait écho sur pas mal de choses en fait que moi je ressentais dans certaines situations où quand je recevais certaines informations, qu'elles soient auditives ou visuelles. Et c'est à partir de là que j'ai compris que il y avait un grain d'hypersensibilité en moi, euh, et aussi par rapport aussi aux émotions. Parce que des fois, il va y avoir des situations, des choses qui vont paraître super banales, mais ça va être de ce que je vais ressentir, ça va être décuplé. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être décuplé et des fois limite incompréhensible en mode mais je comprends pas en fait pourquoi je ressens autant alors que le truc il est claqué, c'est rien, tu vois? Ou inversement. Genre, des fois, il peut se passer un truc de ouf, et là, tout inverse, genre vraiment, mais c'est même plus de l'hyper, c'est hypo total, tu vois. Mais, mais j'ai remarqué qu'avec les gars aussi étaient comme ça, et là, après, on a poussé la discussion, et c'est vrai que ça nous a amené à ce point en commun de dire, ah ouais, ok, d'accord, donc toi aussi, tu as cette hypersensibilité, et puis quand on est des éternels enfants, on s'est dit, bah vas-y, venons, on fait genre comme si c'était un pouvoir. Toi, t'as le pouvoir du toucher, et toi, t'as le pouvoir auditif, toi, t'as le pouvoir de la vue. Let's go, on est des X-Men, les gars. Ok, peut-être ça peut être une faiblesse chez certains, mais une force chez les autres. Et ce qui peut être aussi une grosse faiblesse chez toi pendant une temporalité, demain, tu sais pas ce qui est fait, mais ça peut être ta plus grosse force, mon gars, en fait, tu vois. Hmm. Puis souvent, l'hypersensibilité, on remarque qu'on en a une par rapport aux autres, c'est-à-dire que souvent, on se rend compte que dans une situation donnée, nous, on surréagit ou on a vachement plus d'émotions que toutes les autres personnes qui nous entouraient, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des émotions et des sensations qui sont pas calibrées pareil. Et après, sans rentrer trop, comme tu dis, dans la psychologie et dire il y a le monde se divise en deux castes, les hypersensibles et les gens normaux. Je pense que c'est pas si simple que ça, mais je trouve que c'est cool d'en parler et d'avoir posé le mot là-dessus par rapport à ton court métrage, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui
qui ressentent des choses décuplées et qui ne les comprennent pas toujours et qui parfois peuvent en souffrir parce qu'ils savent pas quoi en faire en société. Et, euh, et c'est cool, toi, de t'entendre dire que quelque part, au fur et à mesure des années, t'as appris à en faire une force, quoi. Hmm, grave. Mais je t'avoue, j'ai douillé au début, hein. Je comprenais pas, en fait, tu vois. Mais bon, on va pas parler de tout ça, mais en tout cas, mes leçons de vie ont toujours été dans ça. C'est-à-dire que oui, t'as une période où tu douilles, où c'est dur de ouf, tu vois. Mais après, ça, c'est sur ma vision spirituelle. Euh, comme il dit aussi dans la région, derrière chaque mal, il se cache un bien. Et ça, pour moi, ça a toujours été une leçon dans le sens où au début, je le comprenais pas, mais à la fin, je l'ai vite je l'ai vite compris, pardon, en le vivant, tu vois. Donc voilà, je l'ai pris comme ça et même ma Blo, c'était un peu de la même manière, en vrai. De la manière dont j'ai travaillé, en fait, sur Blo. Avant de faire Blo, j'avais déjà arrêté pendant 1 an la danse. J'étais un peu dans un deep, parce que j'avais un problème d'oreille interne et d'équilibre. Et, euh, et je pouvais plus danser. Donc j'étais énormément frustré. Et jusqu'au point où je m'étais dit, c'est mort la danse, je vais plus retourner dedans. De toute façon, je peux pas danser, c'était fini. Et grâce à mes gars, toute l'année, parce que en fait, avant de lancer Blow, d'arrêter, pardon, la danse, j'avais déjà fait 2 répètes, quoi. Et mes gars sûrs, mes frérots de ma compagnie m'ont dit, mais non, mais c'est mort, Karim, t'es obligé de revenir, il faut faire ce projet. Et ça, pour ça, déjà, j'espère qu'ils m'entendent tous. Je les remercie de ouf. Franchement, je les remercie de ouf de m'avoir boosté, parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi déjà. Et ça, c'est super important, même si je peux paraître, oui, sûr de WAM dans tout ce que je fais, et que ma réputation est aussi pas mal sur ça. Il n'y a pas de problème, mais en vrai, on a tous des moments de doute. On reste des êtres humains, on est tous pareils. Donc, du coup, pour ça, mes gars, je les big up de ouf. Tous mes gars avec qui je travaille sur la compagnie, je les big up de ouf parce qu'ils m'ont boosté de dingue. Sans eux, je l'aurais jamais fait. Jamais. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire que derrière un mal, peu importe, même si là, à l'instant T, tu te dis, ouais, c'est un truc de fou, dis-toi toujours que derrière, t'inquiète pas, il y a quelque chose de génial qui t'attend. Et pour moi, pour ma part, en tout cas, dans ces process, c'est que j'ai pu faire des projets, en fait, qui m'ont fait énormément du bien et du bien aux autres. Donc voilà. Du coup, oui, je me demandais par rapport à toute la gestion du projet, comment ça se passait au niveau du budget, de la rémunération? Est-ce que on bénéficie des mêmes aides que sur un spectacle de création pour une scène? Ou est-ce qu'il faut aller chercher des aides à d'autres endroits? Est-ce que vous avez rémunéré les danseurs et la réalisatrice? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, ce projet-là, en fait, ça s'est vraiment passé sans oseille, du début à la fin, et pas d'argent. Donc, c'est-à-dire que déjà, comme on est à l'étranger, ça n'a rien à voir en plus là-bas en Grèce par rapport à comment euh, ils aident les œuvres artistiques. Donc là, vraiment, on est parti sur une collaboration artistique. Donc, c'est-à-dire, c'était un échange de bons procédés. C'est-à-dire, on vient avec une idée et le réal aussi, il vient avec sa technique. Et on en a discuté aussi, et bien sûr, chacun a mis sa pierre à l'édifice. Mais il faut savoir que ça, c'était un projet, même s'il peut paraître avoir on a l'impression qu'il y a un gros budget dessus, mais pas du tout. Le seul budget, il a été mis dans la location de la caméra. On a pu louer une Harry à un prix aussi qui était vraiment intéressant. Euh, bon, pour parler chiffres, en vrai, on a loué 300 € la journée. Et pour le matos qu'il y avait, franchement, c'était super intéressant pour nous. Et voilà, c'est parce que aussi les réals, il avait un plug avec une boîte de prod. Et du coup, on avait juste ça à débourser. Et, euh, et le réal est venu avec son équipe et moi avec mon équipe artistique. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc je t'avoue que Stylé. je t'avoue que ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai pas eu besoin de monter un dossier, de créer le bail, de comme ici on peut faire, l'envoyer au CNC, attendre une sub et tout comme pas mal de projets de court-métrage, tu vois. Donc pour ça déjà c'était un gain de temps. Parce que il est vrai que ici c'est très bien, on a des aides, mais parfois aussi de tomber dans ce système de il faut que j'ai ces thunes-là pour pouvoir faire mon projet, tu sais, ça peut te ralentir dans le process.
ça peut te faire douter et tout ça. Et d'ailleurs, j'en parlais avec mon ami hier, Yuri Fedida, qui lui aussi est réalisateur et très bon acteur. D'ailleurs, big up à lui. Euh, En gros, dès que tu as une idée, je pense qu'il faut la travailler aussi dans l'instant, parce que comme c'est instinctif, c'est super important. Et trouver un juste milieu entre la possibilité de la réalisation et de mettre le plus de moyens possible, et aussi de rester dans la réalité de vas-y tranquille. Ok, on n'est pas à Hollywood, mais vas-y, viens, on essaie de se débrouiller aussi, tu vois, pour voir comment on peut faire. Donc ouais, j'espère avoir répondu à ta question. Et du coup, tu gères ça comment? Si, mais c'est méga intéressant parce qu'en France, on a le gros avantage d'avoir plein de structures et de subventions publiques, mais c'est aussi le gros inconvénient que du coup, tu as ton idée, mais tu peux la faire que 1 an plus tard, quoi. Et, euh, et le souci, c'est que tu perds toute la sensation, tout l'instinct que tu aurais pu avoir si tu l'avais fait dans le moment. Mais du coup, toi, par exemple, avec tes danseurs, euh, comment tu deals ça avec eux? Vu que c'est tes amis, vous êtes tous d'accord sur le fait que pour commencer, tout le monde va donner de son temps sans être rémunéré, en espérant Ben que plus tard ça clairement, va marcher. t'as tout dit. Cette compagnie-là, elle s'est basée sur la confiance. Comme je disais tout à l'heure, à la base, moi j'avais arrêté la danse et les gars ils m'appelaient. Et aussi big up à ma assistante, à ma sœur Carmel qui m'appelait aussi souvent pour me rebooster et tout. Mais sachant que j'avais commencé déjà les répètes avec eux, j'avais fait 2 répètes et je me rappelle à l'époque on avait juste commencé un tableau sur James Blake, c'était juste un tableau comme ça qui en était devenu juste un show. À la base c'était pas une création, c'était juste un show. Et, euh, et j'avais Miel qui m'appelait, qui me disait ouais frérot, vas-y, mais non, et toi, non, fais-le et tout, cela, non, on te fait confiance, t'inquiète même pas. Eh, y a pas d'oseille, mais t'inquiète pas, on y croit. Et en fait, ils y ont cru tellement que ça m'a redonné confiance de ouf, et en fait, ça m'a pas laissé le choix de, quand j'ai repris, d'enchaîner et de pondre que de la qualité. C'est-à-dire que, non, là, Karim, c'était poteau, mais c'est des danseurs de ouf. Il y en a qui vont danser un jour, il va te faire une pub pour Louis Vuitton, le lendemain il est chez Yves Saint Laurent, mais il va te donner ton temps en fait. Donc ce temps il est précieux, donc faut que le gars il vienne et reparte avec quelque chose. Et j'ai tout misé là-dedans, dans mon, dans justement ce que tu disais tout à l'heure, cet instinct-là qui est sur le moment. Bah justement, utilise-le et partage-le de haut parce que c'est grave nourrissant. Et pour moi, ça a toujours été les bêtes de moments de partage et super nourrissant à la fois pour moi et pour le danseur. Dans le sens, il sent progresser, il sent pousser dans son délire et on partage une vision. Et ça, c'est tellement unique. Parce que, et comme aussi j'étais très jeune, enfin, en tant que chorégraphe dans le milieu de la compagnie, j'étais encore jeune là-dedans. Du coup, j'ai tout appris sur le tas, en fait, tu vois. De comment monter un dossier, comment ceci, le temps d'avoir une sub et tout. Et, euh, et moi, je t'avoue, moi, je suis un mec, l'administratif, ça peut vite me ralentir. En mode, ah, ça me prend de la tête, ah, c'est relou, ah non, j'ai pas. Et après, ça me démotive et j'ai plus envie, en fait. Parce que c'est trop de papier, trop de trucs. À la base, moi, je veux juste danser, en fait. Les gars, on veut juste danser, en fait. Je veux pas, tu vois, finir comptable ou, tu vois, mais voilà. En tout cas, ouais, ça s'est basé, pour répondre à la question, ça s'est basé sur la confiance. Et, et puis, c'était tellement sincère que ça pouvait que marcher, en fait. Ça pouvait que marcher. Ça fait plaisir d'entendre des expériences qui se passent comme ça parce que j'ai l'impression qu'en France, tout est tellement cadré maintenant que ça cadre même les relations amicales. Genre, des fois, t'as des amis qui travaillent ensemble, mais, mais qui sont, mais qui sont tellement cadrés par des plannings de résidence de machin que ça devient des collègues et ils s'en sont même pas rendus compte à la fin du projet. C'est des collègues et c'est plus des potes. Et de cultiver cet esprit-là dans ta compagnie, je trouve que c'est rare. Et, euh, et un autre truc que j'ai envie de souligner aussi, c'est ce moment-là où tes potes ils t'ont dit, franchement, on sait que c'est bien ce que tu fais, vas-y, reviens dans le game. Euh, j'ai envie de souligner que c'est un truc qu'on devrait faire plus souvent entre nous. On a tous Hmm, autour de nous mais de ouf, on a tous autour de nous des amis qui ont des talents et à qui il manque 1 gramme de motivation pour qu'ils fassent le truc. Et, de euh, ouf. et
suffit de passer un coup de fil, d'envoyer un message et de dire, franchement, ton idée, vas-y, je viens avec toi demain, on la fait, pour que les idées, elles voient le jour. Et, euh, et c'est un beau témoignage, je trouve, que tes potes, ils étaient à ce point-là ramenés avec eux, tu vois. Et on devrait être plus attentifs autour de nous à tous ceux qui ont des bonnes idées, tous ceux qui ont des talents et à les pousser un Mais petit peu loin. grave, se booster. Et franchement, là, on part dans un sujet super intéressant. Parce que dans le milieu hip-hop, à la base, ça fait partie des valeurs du hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, on est poteau dans la vie, on va manger un quegré, après on va se faire un cypher, mais demain, c'est-à-dire que là, déjà, dans tout ça, il y a un partage. C'est-à-dire que même si demain, vas-y, tu tombes, c'est pas grave, je te tends la main, tu vas te relever, on va se relever ensemble, il n'y a pas de souci. Et ça, je trouve que bah, ça se perd un peu aujourd'hui. Lié aussi par rapport au fait qu'on se professionnalise beaucoup, c'est génial, hein, c'est très bien, hein, faut continuer, tu vois. Mais dans cette professionnalisation aussi, et de réalisation des projets, comme tu dis, on tombe vite dans le piège de on finit collègue, parce qu'après tout est cadré, tout est administratif. Il y a aussi un aspect financier qui fait que ben, ça casse certaines choses. Et c'est dommage. Et on perd ce noyau-là. Et moi, c'est pour ça que même aux nouvelles générations et tout, je les pousse grave là-dedans, dans le sens où c'est des valeurs qui se perdent. Et pas que dans la danse, malheureusement. C'est le monde d'aujourd'hui. On va trop vers l'individualisme, en fait, tu vois. C'est vrai qu'on oublie trop l'autre qui est à côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc vraiment, les gars, venons, on se booste, en fait. On peut faire des trucs incroyables. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est gravé avec la création du statut d'intermittence et de l'accompagnement de l'État dans, 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 dans la création du danseur professionnel. Et en vrai, c'est un truc qui est un peu délicat parce que, en tout cas, surtout c'est chez les chorégraphes émergents, dans le sens où bah, les danseurs que tu vas avoir, des fois, ça va pas être forcément des danseurs super connus et qui peuvent déjà vivre de la danse. Et ces gens-là, ils ont envie de vivre de la danse. Sauf que du coup, bah vas-y, moi j'ai envie que ton spectacle là, enfin, il me rapporte aussi de la thune parce que j'ai envie de vivre de la danse aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu une situation que je vis actuellement avec un danseur de mon groupe qui est en train de monter son spectacle sur 2 ans là. Et c'est délicat parce que du coup, il a grave envie de rémunérer les danseurs. Et en même temps, les danseurs, Excuse-moi de te couper, t'es dans quel groupe? je suis dans Nextape avec Noé. D'accord. Et la compagnie, elle Ok, s'appelle d'accord. Pompoko. Donc, qui vient à peine de créer. Donc, c'est normal si t'en as pas entendu parler. Et du coup, il y a grave un Ok. truc de, il veut rémunérer ses danseurs. Les danseurs, ils ont envie d'être rémunérés. Mais comment on fait? Parce que du coup, la compagnie n'a pas encore tourné. Ça va être difficile au début de choper des aides. Enfin, c'est grave compliqué. Toi, tu as eu quand même la chance d'avoir des danseurs enfin, qui vivaient déjà de ça. Et du coup, ils pouvaient te donner du temps. Euh, C'est ça. Au contraire, où nous, bah, on n'a pas encore du coup on, on peut pas encore vivre de la danse. Et du coup, bah, le moindre projet, bah, vas-y, on essaie de rafler des thunes, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je suis grave d'accord avec toi parce que c'est vrai que sans m'en rendre compte, c'est vrai que mes potos aussi taffent. Ils taffent, ils ont déjà des plans, ils sont déjà intermittents et tout. Mais pas tous en vrai. Pas tous. Parce que à travers le projet, euh, pour ça que aussi après ma compagnie elle est pas que française et j'ai pas que des danseurs français et ça a grave nourri aussi mon état d'esprit parce que j'avais aussi des danseurs suisses ou frontaliers comme Gerson et il y avait un autre danseur avec qui je bossais et qui pour moi fait toujours de toute façon mes gars qui sont rentrés dans la compagnie même si c'était dans le premier projet pour moi t'es toujours dans la compagnie c'est-à-dire que demain même si j'ai un autre projet j'aime bien travailler comme ça aussi garder cet esprit de famille et moi, j'ai pas mal d'inspiration à ce niveau-là, au niveau des réalisateurs, et je trouve que souvent leurs films fonctionnent comme ça, comme Wes Anderson ou Tarantino, tu vois. Je kiffe grave faire ça parce qu'en fait, ils travaillent tellement sur la personne que même sur un projet à un autre, ça évolue et ça a fait grave évoluer la compagnie. Mais le sujet n'était pas là. C'était que j'allais rebondir sur un ami à moi. Enfin, à la base, c'est un danseur que j'ai connu, qu'on m'a présenté, qui s'appelle Moa, un grand b-boy suisse, je sais pas si vous connaissez, mais moi à la base, je l'ai connu, il vivait pas de la danse. Et il en vit toujours pas parce qu'aujourd'hui il est architecte, il fait son taf et tout un an, et à côté, il fait ses batailles, on voit autant kicker le Red Bull et le lendemain, le lundi, il retourne au bureau, tu vois. Mais big up à lui d'ailleurs, incroyable danseur, incroyable danseur. Quand il est rentré dans la compagnie,
il faisait que du sol, hein. En même pas un mois, il avait le show, un show de 6 minutes, que du debout, des intentions au niveau des ISO, plein de trucs. Nan, nan. J'ai dit, mais wesh, c'est un monstre ce mec. Pour te dire, ce gars-là, eh ben, il vivait pas de la Sedan à cette période, c'était la galère. Et il s'est dit, ah, vas-y, j'ai besoin de me nourrir autrement là. Et il est venu à Paname, il est venu chez WAM, on a grave échangé et il s'est mis à fond dedans. Et il a explosé des scènes. Mais quand je te dis explosé, mais c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Parce que justement, dans le premier show, justement, ok, c'était très chorégraphié et tout, nan, nan, mais il y avait quand même des parties où chacun avait des parties freestyle. Mais tu le voyais, le gars, il descendait dans son quebré, il kickait ça. Mais quand il revenait dans la choré, il était on point. Même limite plus que nous, tu vois. Et c'était choquant. Et je prends cet exemple parce que justement, lui, il n'était pas dans ce système-là, justement, français de ah là j'ai mon intermittence donc je peux permettre de me faire plaisir sur un projet. Lui c'était en mode roots. Eh, écoute, j'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent, je veux faire ça, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi ça, et ça je trouve que ça fait aussi grave partie de la confiance en soi, de croire en ce que tu veux faire et de se croire en qui tu es, tu vois. C'est-à-dire que on vit, ok, on a besoin, c'est une nécessité l'argent et on est dans une société où il n'y a pas le choix, tu vois. Mais aussi, je pense que c'est grave important de se faire confiance et des fois d'être dans la hesse et c'est pas grave en fait. C'est pas très grave, c'est que pendant un temps, dis-toi que cette hesse-là va te nourrir pour un prochain projet que tu vas booker grâce à ce plan. Tu sais pas en vrai. Pour ça que j'ai aux gens, eh, si ton gars il a un projet, eh, vas-y, booste-le. Même s'il n'y a pas d'oseille, c'est pas grave parce que dis-toi que tu auras toujours quelque chose à prendre et que ça se trouve que par ce plan, tu vas booker un autre plan et vice-versa et non, 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 tu vois. Parce qu'au final, ben ça reste quand même en fait du partage et je pense que quand tu donnes au final tu finis par recevoir, c'est comme ça, c'est la vie, elle est faite comme ça en fait, tu vois. Je switch un peu de sujet. Euh, par rapport. J'ai raconté grave Maïv, Ouais, désolé. c'est trop bien. En fait, c'est fait pour ça ce podcast. C'est qu'on a 1 heure. Ouais. En fait, c'est important, je trouve, de parler des parties un peu plus intimes de ce qu'on vit, parce que c'est aussi ce qui parle à ceux qui nous écoutent. Et si on parlait que de théorie, d'art et d'idées, ça va pas non plus jusqu'aux gens. Donc on est aussi là pour parler tranquillement, tu vois. Et Grave. moi, je vais te poser une question sur comment je perçois ton œuvre, on va dire, tout ce que tu fais, vidéo, danse, choré et tout. Euh, Moi, je trouve qu'une particularité que tu as plus que d'autres chorégraphes en hip-hop, c'est que j'ai l'impression que les mouvements hip-hop, c'est pas ce qui t'intéresse le plus en vrai, que c'est un peu un prétexte pour créer des personnages qui ont des tenues particulières, qui sont dans un univers particulier, qui sont filmés d'une manière particulière, et que du coup, ça permet d'ouvrir des mondes, mais que la gestuelle hip-hop dont tu te sers, ce serait presque, comment dire, comme si t'étais arrivé dans le milieu du théâtre ou de la comédie. Je me dis que t'aurais fait les mêmes univers que ceux que tu fais maintenant, mais avec un autre langage. Mais Mhm. tout ça pour dire que je ressens une envie forte de raconter des histoires et d'ouvrir des mondes, et que ça se voit que tu kiffes mettre des tenues aux gens, leur mettre des manières de regarder, les mettre dans des endroits particuliers pour que pour qu'on ait l'impression, presque de voir des films, et qu'on n'ait pas l'impression d'être juste en train de regarder des danseurs, tu vois. Euh, et du coup, ma question après cette fine analyse, c'est Merci. Waouh. ma question, c'est euh, je me demande à quel point vraiment la gestuelle hip-hop elle est importante pour toi, ou à quel point c'est juste un prétexte pour ensuite créer des personnages et raconter des histoires qui dépassent le hip-hop. D'accord. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais maintenant, je vais rebondir sur un terme que tu as utilisé, le mot prétexte. J'ai pas très très bien compris. Parce qu'en vrai, moi, je suis un gars qui fait avec ce qu'il a, tu vois. C'est-à-dire, je suis danseur hip-hop, ok. J'ai ça comme technique dans mon corps, ok. Il y a des moves des fois qui vont sortir, ça va être instinctif. On va pas nommer si c'est hip-hop ou autre. Ok, c'est ok. Mais en tout cas, quand je crée, je suis pas dans le fait de me dire,
ah, je suis danseur hip-hop, donc il faut que je fasse ça, ou je suis danseur hip-hop, il faut que je fasse ça, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que merci déjà beaucoup pour cette analyse, et ça me booste de ouf, parce que je me suis vu grave loin quand t'as parlé, je me suis dit, ah ouais, tout ça lourd. Et genre, mais voilà, c'est-à-dire que tu me donnes danseur hip-hop, danseur contemporain, danseur classique, peu importe la technique, danseur afro ou quoi, ça restera de la danse et c'est pas forcément mon intention là-dedans n'est pas forcément de défendre le hip-hop. Oui, voilà les gars, avec le hip-hop, on peut faire ça. Regardez et d'avoir une manière de de citer des choses et de montrer des choses tel un guide. Non, c'est pas ça, mais de faire avec ce qu'on a. Moi, je suis danseur hip-hop, je m'identifie tel quel parce que j'ai ma formation est hip-hop et, euh, et j'ai fait avec les techniques que j'ai. Et sans ces techniques-là, je pense que j'aurais pas pu créer tout ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Dans les postures, par exemple, sans la formation, bon, j'ai pas eu une grosse formation là-dedans, mais j'ai beaucoup été inspiré par le popping boogaloo. Ben déjà, le popping boogaloo, c'est à partir de là où j'ai eu le déclic sur le style, sur les tenues corps, les façons de se tenir et sur les postures, tu vois. Et après, bien sûr, dans le temps, quand ça a mûri, quand les choses ont mûri, même là aujourd'hui, hein, j'apprends encore et j'ai encore envie d'apprendre jusqu'à que je quitte cette terre. Mais en tout cas, ça a fait quoi avec d'autres corporalités, comme dans le contemporain, comme dans d'autres danses en fait, et qu'au final, en vrai, je me suis dit, mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire, ok, dans le hip-hop, c'est ça, ok, on a ça comme technique et tout, ou dans le contemporain, c'est ça, ou dans le théâtre physique, c'est ça, ou dans... Mais au final, elle, le corps, il reste le même. T'as une tête, un bras, un dos, des jambes. Et en fait, c'est tout, c'est simple comme bonjour, en fait, tu vois. Genre, au final, le corps, il reste le même. Et en fait, on est capable, il y a des corps qui sont capables de faire beaucoup plus de choses que d'autres, ouais. Mais, mais la base, elle reste la même. Et ce qui est le plus important, et pour moi, ce qui m'inspire le plus chez quelqu'un, pour d'ailleurs créer en fait tout cet univers autour de la personne ou les tenues et tout, bah en fait ça va être ce que la personne dégage, ce que on va dire son spirit en fait, son esprit de ce qu'elle dégage, c'est plus ça qui va m'inspirer que l'aspect physique par contre, tu vois. Et après voilà, je c'est comme si j'avais ma toile et que je faisais ma peinture par-dessus, tu vois. C'est un peu ce système-là. J'espère avoir répondu à ta question. Si, si, carrément, mais en plus, ça me donne la question suivante. Dans une interview, à un moment donné, tu parles de la vibe, ce que tu appelles aussi peut-être là le spirit, mais tu dis souvent pour créer, je pars pas d'un mouvement ou d'une technique, je pars d'une vibe, et ensuite j'essaie de garder cette vibe et de construire tout ce qu'il y a autour de cette vibe-là. Euh, Moi, quand je t'ai entendu dire ça m'a parlé parce qu'en effet, en effet, ce que je vois moi dans une choré même de 2 3 minutes, c'est une vibe qui se développe au fur et à mesure, tu vois, et autour de laquelle on a mis les bons ingrédients, mais on voit que ce que tu veux préserver à chaque fois, c'est vraiment cette ambiance, ce qu'on appellerait, il y aurait plein de mots pour le définir, mais du coup, toi, c'est quoi ta définition de la vibe et comment est-ce qu'on travaille ce truc un peu flou? Parce qu'en vrai, c'est flou, ce que dégage quelqu'un, une ambiance, une atmosphère. Comment toi tu la conserves et comment tu l'expliques aux danseurs aussi? Comment je la conserve? Comment je la conserve? Je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Mais comment je la cultive et que je fais en sorte qu'elle reste et ouais, que je la conserve au final? Ben, en vrai, déjà, il faut une base de confiance. Déjà. Il faut une certaine ambiance entre les personnes, il faut une certaine entente, il faut une certaine, il faut que ce soit un moment déjà. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit un moment, il faut quelque chose que ce soit ressenti. C'est-à-dire que je vais te faire un parallèle avec autre chose. Euh, c'est comme quand t'es en soirée et que il y a un bête de son qui t'inspire. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce son qui va t'inspirer, il va pas forcément direct t'inspirer un mouvement.
tu vois. Ce son, il va moi, en tout cas, de mon expérience, il va m'inspirer quelque chose d'interne. C'est-à-dire il va avoir quelque chose de l'ordre de l'organicité, de l'interne, des limites qui vont toucher un peu les tripes, tu vois, et ton ressenti. Et là, on va faire appel à la sensibilité, tu vois. Et du coup, là, j'essaie de rentrer au plus dans les détails pour être le plus clair possible. Mais du coup, cette sensibilité-là, tu peux en faire une vibe. Parce que justement, en fait, ce que tu ressens là sur le moment, c'est ça que j'appelle la vibe. C'est-à-dire, c'est une certaine énergie. C'est une certaine, sensation, tu vois. C'est, euh, c'est pas de l'ordre d'un mouvement et ce mouvement m'a emmené à ça ou quoi. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus profond, tu vois. Et, euh, et cette vibe-là, elle est liée aussi avec les sentiments, avec, ce que ça te procure. Autant tu peux être dans une vibe qui peut être très down et triste ou quoi, ou dans une vibe joyeuse, ou dans une vibe euphorique, ou dans une vibe de sbeul, peu importe. Mais en tout cas, pour être le plus clair possible, c'est vraiment, on va toucher le ressenti, tu vois. Le ressenti de la personne, le ressenti du moment, de ce qu'on partage sur le moment, de ce qu'on vit ensemble tout de suite, et comment on va faire pour... Et après, ça va être là mon challenge et mon taf de chorégraphe, de comment je vais faire pour utiliser ça et de conserver, faire en sorte de trouver une harmonie entre les corps et les danseurs et que ce soit ça qui soit ressenti chez le spectateur et pas forcément la forme. C'est-à-dire que ton bras il soit à droite et l'autre à gauche, ça je m'en fous en vrai, mais si la vibe est commune et ressentie pareil chez tous les corps, moi c'est bon, j'ai fait mon taf et c'est avec ça que je vais pouvoir créer et c'est ça qui va m'inspirer après pour amener tout le reste en fait, tu vois. Mais je t'avoue que ta question, elle est pertinente de ouf, mais en même temps, j'arrive pas à être le plus précis possible parce que même pour moi, c'est encore flou, tu vois. Hmm. J'ai pas assez d'expérience, en tout cas, pour pouvoir affirmer et bien défendre ça encore, tu vois. Tu dirais qu'il y a des vibes qui reviennent souvent dans tes projets vidéo ou chorégraphiques ou pas? Parce que là, tu comparais cette vibe à ton ressenti par rapport à certaines musiques. Souvent, dans tes musiques vidéo sur Instagram et tout ça, tu utilises beaucoup des sons de rap US, genre du Kendrick Lamar. Et du coup, je me demandais si Big up, Kendrick. Si tu nous entends, big up, gros inspi, frérot. Lourd, continue. je me demandais s'il y avait si souvent des fois tu pars du principe que peut-être une vidéo ou un style de vidéo que tu as fait, une vibe que tu as déjà fait, mais tu as envie de nouveau refaire un truc là-dessus. Est-ce que tu as des idées qui sont souvent les mêmes, ouais, des vibes qui sont les mêmes ou pas? Grave, grave, grave. Si, si, ouais, j'ai grave des idées, des voix et des vibes qui sont les mêmes. Bah, t'as utilisé la bonne référence, Kendrick. On va dire que Kendrick, pour moi, c'est une de mes plus grosses inspirations, tout art confondu, hein. Tu peux mettre la danse, le chant, tout ce que tu veux dedans, mais en gros, c'est une de mes plus grosses inspirations parce que justement, chez lui, je ressens ça. C'est-à-dire que il y a le fond et le fond inspire sa forme, tu vois. Et c'est pour ça que je le trouve grave complet et c'est pour ça qu'il m'inspire de ouf, ce mec. Ok, parce que c'est clair, il fait du rap et depuis petit, je baigne là-dedans et je kiffe ça, ça fait partie de ma street culture et tout. Mais ça va au-delà de ça, ça va au-delà de la street culture. C'est de comment le gars il arrive à pousser sa sensibilité et sa vibe et à la conserver et à aussi donner toute une forme qui est claire et limpide pour le monde entier en fait. Mais en tout cas, ouais. Désolé, on parle de Kendrick, je pars chercher loin, hein. Mais pour revenir sur la question, ouais. Pour revenir sur la question, grave, des fois, des vibes qui se ressemblent. Par exemple, j'aime découvrir un artiste et quand je le découvre, bosser sur plusieurs de ses sons, tu vois. Mais voilà, comme des fois on peut te demander, ouais, c'est qui tes inspirations dans la danse qui ont permis qu'aujourd'hui tu ce style-là et tout. Je vais pouvoir te citer certains danseurs ou certaines personnes qui ont fait une partie de ma formation, mais je pourrais rajouter aussi ces personnes-là aussi. Parce que des mecs comme James Blake ou Kendrick Lamar, ils ont grave, inconsciemment, ils le savent pas, hein, ils savent même pas qui je suis aujourd'hui, mais ils ont grave fait partie de ma formation. Parce que musicalement, ils m'ont
tellement inspiré et ça m'a ouvert à tellement d'univers que ça a fait partie. Et c'est pour ça que je précise ça, parce que quand je commence à écouter un artiste, j'aime bien découvrir tout ce qu'il fait et ça va m'inspirer, ça va me donner aussi une couleur à moi, en fait, dans mon travail, tu vois. Pour ça que des fois, il peut y avoir des visuels qui se ressemblent ou des sons qui se ressemblent, mais après, voilà, ça va être sur certains détails, sur certaines couleurs que ça va changer. Moi, il y a un mot qui me vient rapidement quand je vois plusieurs des vidéos que tu fais, par exemple, ou plusieurs des chorés que tu as écrites et tout, c'est l'élégance. Euh, je trouve qu'il y a un truc, ouais, je pense que si je dis juste le mot élégance, ça parlera aux gens dans ce que ça veut dire qu'être élégant, même s'il y a plein de manières de l'être. Euh, donc, est-ce que ça te parle déjà? Et si ça te parle, est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché, toi, l'élégance? Ah, j'aime pas les questions comme ça. Désolé. Ça me gêne de ouf, en fait. Je sais pas si c'est l'âge, hein, mais maintenant, les éloges, ouah, c'est dur. C'est quelque chose qui revient souvent en plus, et j'ai l'impression que plus je prends de l'âge et plus on me le dit. Et ouah, je sais pas, ça fait plaisir de ouf, hein, ça fait grave plaisir, hein. C'est quand même une qualité de ouf d'être élégant. Mais ouais, de répondre à ça, c'est quand même difficile. Alors pour être le plus juste possible, Mais euh, limite, pardon, je te coupe, mais euh, limite, on pourrait, pour que ça soit moins personnel, on va dire, on pourrait aborder l'élégance comme vraiment une ambiance, tu vois. Genre, il y ouais, a des personnages de films, il y a des films en eux-mêmes, il y a des endroits qui sont élégants. Et on peut le voir comme la qualité élégant, genre Georges Clooney qui sert un espresso, tu vois. ouais, grave. Mais pour moi, quand je te dis ça, ça va au-delà de ça. C'est vraiment cette ambiance de l'élégance en général dans les costumes, dans les lieux, dans les mouvements. Euh, voilà. D'accord. Alors, pour toute cette ambiance et cette esthétique en tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai travaillé et que j'ai cultivé du moins, parce que je pense que ça c'est une qualité qu'une personne peut avoir. Je pense que tu peux le travailler, mais il faut déjà le ressentir et l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ben c'est déjà ce travail-là, il a été fait avec ma binôme Carmel Langa. Quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à bosser ensemble, on s'est direct capté dans les trucs comme ça. C'est-à-dire le style, les attitudes, les façons de se tenir, les façons de marcher. Et ça fait aussi beaucoup partie de notre culture africaine, tu vois. Moi, je suis d'origine algérienne et congolais. Et dans mes deux origines, on va dire qu'il y a certaines choses qui m'ont influencé. Il y a des choses que j'ai appris depuis tout jeune et il y a d'autres choses qui sont arrivées plus tard, comme dans ma culture congolaise. Et il faut savoir que dans la culture congolaise et aussi même, il n'y a pas que au Congo, au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique, la tenue, c'est grave important. Le style, c'est super important. La façon de se présenter, c'est super important. Et avec ma Rose Carmel, on s'est connecté direct, direct sur ça. Là, aujourd'hui, j'arrive à poser des mots parce que j'ai plus de recul et que c'était il y a des années, mais je pense que ça s'est fait inconsciemment, tu vois. Et que quand on se training ensemble, on va faire des cyphers, on va faire de la recherche, ben en fait, on va avoir ce réflexe-là qui est aujourd'hui devenu intrinsèque à notre danse. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est comme si ça fait partie de nous. C'est-à-dire, cette esthétique et ce travail d'élégance, enfin, il est, ouais, bah ouais, j'ai pas d'autres termes, c'est devenu intrinsèque et puis c'est pas forcément, maintenant, on va pas se dire, là, il faut que ce soit élégant, là, il faut que ce soit de cette manière-là. C'est que vas-y, ben, ok, ben, vas-y, même si là, t'es posé, t'es en mode schlag, t'es dans ton élégance. Donc, c'est assumé, y a pas de problème, en fait. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça part de là et ouais, inconsciemment, je suis inspiré par ça, ouais. Euh, dans le popping et par exemple dans le locking, il y a beaucoup ce truc de se saper pour les battles. Euh, Vu qu'on est dans le sujet de l'élégance et de se saper, est-ce que tu trouves que dans les danses hip-hop, donc freestyle ou le break, est-ce que tu as l'impression que cet univers de la sape, il est mis de côté ou tu trouves qu'elle est quand même présente?
Non, aujourd'hui, je trouve que c'est présent hein, quand même. Hein. Ah ouais, la DA aujourd'hui, ça compte fort. Alors depuis qu'il y a Instagram, n'en parlons même pas. Ah, de ouf. Même des gens qui s'habillent en schlag, tu crois ils sont en schlag, mais c'est travaillé. Il sait ce qu'il fait le mec. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est devenu les codes de la mode, ils ont changé en fait, tu vois. Aujourd'hui, on a le droit à tout en vrai. Mais ouais, ouais, si, il y a ça dans le b-boying fort. Ah, fort, fort, fort. Genre, moi, mon inspiration aussi, et qui a fait partie de ma formation, parler de Mathias Rassin, euh, grand b-boy international, qui est de base Ouais. français, mais grand b-boy, et qui a inspiré beaucoup de gens dans le milieu hip-hop et autres. Mais sur ce travail-là, moi, je me suis retrouvé direct là-dedans. Euh, il transpire pour moi et il dégouline tout ce que tu veux, mais tout ce qu'on vient de dire. L'élégance, le style. C'est-à-dire que même s'il vient habillé en schlag, même s'il vient habillé avec des habits comme tu veux, ou inversement, il vient habillé classe, il va incarner ce qu'il porte. Il va incarner ses sapes, il va incarner ses postures, il va incarner tout ce qui se passe en fait sur le moment parce qu'il le vit vraiment. Et d'ailleurs, big up à toi, Mathias, si tu écoutes ce podcast un jour. Frérot, t'es une inspiration de fou. De fou, de fou. Genre, change rien, frérot. Merci. Ouais, merci de ouf. Est-ce qu'en vrai, Pardon, je fais juste une mini pub, mais on l'a interviewé dans le podcast aussi. Il est dans un des épisodes de la deuxième saison. Donc pour ceux qui sont intéressés et quand ils nous écoutent, l'épisode avec lui a été méga enrichissant aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker l'interview avec Mathias. Pardon, je t'ai coupé. grave. Allez-y, franchement, allez-y. Si vous avez l'occasion de bosser avec Mathias, franchement, allez-y. Moi, je le recommande toujours parce que pour moi, il a été très important dans ma formation de danseur. Très important. On s'est pas vu très, très souvent, mais moi, je le qualifie en tant que master, dans le sens où, des fois, on n'avait même pas besoin de ce training ou de se buter. On avait juste deux, trois discussions. Ça m'a donné tellement de clés dans ma tête que, je repartais comme si j'avais fait 3 ans de formation, tu vois. Genre, en un training, tu vois. Mais c'était ouf. Parce il a réussi à capter qui j'étais vraiment, en fait. Et qu'est-ce que je voulais défendre, mais direct. Et il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que des fois, il n'y a même pas besoin de développer, de partir dans des grandes théories psychologiques ou quoi, ou dans des grands trucs de ouf. Mais tu te ressens et tu te captes et tu arrives à te voir en la personne et vice-versa. Et puis la personne te booste de ouf et ça te fait grave évoluer. Et ces infos-là, elles sont tellement précieuses pour moi parce que justement, on a besoin de cette authenticité-là, en fait, dans le milieu et de cette clarté aussi, tu vois. Et pour moi, c'est un des mecs qui est le plus authentique. C'est un artiste. Ben voilà, pour moi, il y a Kendrick Lamar, il y a aussi Chaz dans la danse. Bah, de ouf. Eh, je lui ai fait une éloge de ouf, hein. J'espère qu'il va bien Ouais, écouter, hein. j'avoue, j'espère, hein. Je suis un enfant. Euh, on approche de la fin on approche de la fin de la conversation. On arrive vers les dernières questions. Euh, je veux juste revenir sur la vidéo, sur une petite question, parce que finalement, on n'en a pas parlé tant que ça, alors que je sais que c'est un outil pour toi qui prend de plus en plus de place, mais qui a toujours été présent. Dans une interview, tu parles à un moment donné de ta découverte du clip Thriller de Michael Jackson, qui a été un peu un choc de style, esthétique, etc. Ah ouais, bah ouais. Euh, et là, on est quand même dans une ère où aujourd'hui tout le monde peut se filmer en qualité de ouf, peut repartager facilement des vidéos de lui sur plein de plateformes différentes, tout. Mais pour autant, je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de cinéastes qui font honneur par la vidéo à notre danse en faisant des vraies propositions, tu vois, de courts-métrages, etc. Moi, je trouve que toi, tu mets en place des choses. Raphaël Stora, qui est une personne qu'on a reçue dans le podcast aussi, il a une manière Grave, magnifique de filmer Raphaël, la bah ouais. danse, mais je trouve que ça manque et que pourtant, il y a une abondance de gens qui mettent beaucoup, beaucoup de contenu d'eux tout le temps sur les réseaux. Euh, Je me demandais, toi qui es sensible à la vidéo, à la manière de cadrer, à la manière de filmer, quand tu vois cette abondance de contenus qui sortent tous les jours des gens
Et en parallèle, toi, les volontés que tu as dans la vidéo, toi, où est-ce que tu te places par rapport à ça? Déjà, qu'est-ce que tu penses de la manière qu'on a de voir la danse aujourd'hui par le biais de la vidéo sur les réseaux? Et toi, est-ce que tu as un peu une ligne directrice de où est-ce que tu aimerais amener la danse par le biais de la vidéo? Très pertinente la question. Et c'est où? Parce que j'en parlais hier aussi avec mon pote Yuri. On travaille beaucoup ensemble. C'est mon frérot autant dans la vie que dans le travail. Et on parlait de tout cet aspect-là justement de en fait, il y a tellement de choses. On est dans une génération. Il y a tellement d'informations. Il y a tellement de vidéos. Il y a tellement de trucs. En fait, on est dans une génération de quantité au lieu de la qualité. Et je trouve que c'est ça qui est à la fois bien dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont visibles aujourd'hui à travers Instagram, TikTok et tout ça. Et ça expose la danse d'une certaine manière. Donc il n'y a pas que du mal là-dedans. Mais il y a tellement que on oublie maintenant la qualité. C'est-à-dire qu'on est rentré dans des sortes d'algorithmes qui font que la quantité est beaucoup plus importante que la qualité. Parce que la quantité va te générer des, des followers, des likes, des vues, et après, au final, jusqu'à de l'argent, quand on est sur des plateformes comme TikTok et tout. Mais la qualité, on met plus l'accent dessus. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que on peut perdre beaucoup de choses aussi là-dedans. Quand quelque chose se commercialise à ce niveau-là, on peut perdre beaucoup de choses. C'est de l'ordre de l'authenticité, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais après, je vais pas être dans un discours digne de la fin du monde dans le sens, ah ouais, c'est fini, c'est mort. Non, archi pas, faut garder espoir. Et c'est pour ça que moi, je défendrai toujours ça pour répondre à la question de comment je me place par rapport à tout ça. C'est-à-dire que peu importe, en fait, ce que je dois faire et ce que je veux partager sur les réseaux, maintenant, on a une certaine responsabilité dans ce que tu postes. Surtout quand tu commences à travailler et à poser tes idées. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, si tu postes un truc ou si tu pars dans un travail de vidéo, affine, va au bout du truc. Pousse la qualité dans tout, que ce soit dans le corps, que ce soit dans n'importe quoi, mais affine, essaye de pousse le délire au max. Parce que justement, les nouvelles générations, en fait, ils ont besoin de ça. Parce qu'eux, ils ont rien demandé, en fait. Et ils sont nés là-dedans, en fait. Eux, ils sont arrivés, ils sont nés, dans le berceau, il y avait un iPhone, tu vois. Et c'est comme ça, il faut faire avec, tu vois. Et moi, je pense que eux aussi, ils ont besoin d'avoir des exemples. Je pense qu'ils sont pas tous pareils et ils défendent pas tous la même chose. D'avoir des exemples et des choses sur lesquelles se tenir. Mais en tout cas, voilà, moi, je me placerais plus comme ça par rapport à ça, dans le sens où, non, non. Venons, on fait de la qualité, les gars. Surtout nous, hein, qui ont connu la génération avant Internet et tout, on n'a pas le choix. On peut pas faire genre, ouais, non, ah, maintenant je commence. Non, non, t'as connu avant, tu sais comment c'est. T'as ces bases-là. Vas-y, venons, on deal. Pour ça que, ouais. Mais en tout cas, à travers cette question, merci pour cette question, Noé, parce que je voulais grave rebondir sur ça. Et aussi, je trouve que enfin, pardon, excuse-moi, la force, on devrait se la donner beaucoup plus entre réalisateurs, entre chorégraphes, entre danseurs, parce que j'ai l'impression qu'on rentre aussi dans quelque chose de, ah ouais, j'ai trouvé un délire, c'est le mien, et voilà, je vais le défendre, et vas-y, je vais monter au max. Mais en vrai, ouais, c'est le tien, frérot, mais en fait, sans le milieu, déjà, t'aurais rien pu faire, tu vois. Et je donnerai pas nom ou quoi, mais venons, on se donne la ce fort. Ouais, venons, on se donne la ce fort et venons, on essaye de sortir de la qualité et de faire rêver les gens, en fait, tu vois. Et qu'on arrive aussi à mettre la danse, notre art, et de le mettre en scène au même niveau qu'on ait pu mettre, en fait, le cinéma, ou au même niveau qu'on peut mettre la mode, mais peu importe, mais venons, on pousse le délire au max. Parce que, en vrai, il y a que comme ça que cet art pourra rester authentique, en vrai, tu vois. Pour toi, filmer de la danse, qu'est-ce que ça apporte en plus que de mettre de la danse sur une scène et qu'elle soit vue pour un public? Ben déjà, euh, sur l'aspect technique, ben, c'est pas le même travail. Parce qu'on va pas répéter de la même manière. Déjà, sur scène, c'est du one shot, c'est-à-dire que tu vas répéter pendant longtemps et après, ta date, c'est le one shot, c'est-à-dire que là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, bah, ça va se faire comme ça se fait.
Tandis qu'un tournage, c'est différent parce que ben tu rates une prise, tu peux la refaire, tu vois. Tu peux te concentrer sur la qualité, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. Et ce travail de mise en scène en vidéo et de réalisation vidéo, je trouve pas que c'est totalement différent, tu vois. Je vois pas, je me suis pas posé la question de ah ouais, là je fais un truc totalement différent, parce que pour moi je fais toujours le même taf, mais avec des techniques différentes, tu vois. Mais en tout cas, la différence, elle est là, hein, sur la façon de mettre en scène et sur le process et sur comment en fait tu crées cette œuvre-là en fait. C'est-à-dire que bah la réalisation, ça te permet de faire l'erreur, de gommer l'erreur, de recommencer, de d'affiner en fait et de parce que contrairement à la scène, même si oui la scène il peut avoir des vidéos, il peut avoir une captation, ben je trouve qu'un clip vidéo, une réalisation vidéo ou un film, c'est une œuvre qui reste et qui après une fois que ce sera sorti ne sera plus modifiable. Tandis qu'un spectacle, il peut évoluer, tu vois. Il peut changer, des scènes, elles peuvent être différentes, alors que ce sera la même chorégraphie, tu vois. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, ouais. Totalement. Carré. On... Carré. On arrive à la fin de, on arrive à la fin de l'interview. On a quelques petites questions rituelles à la fin des interviews. Déjà, la première, c'est est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui veulent pousser un peu la recherche, qui cherchent des choses inspirantes, est-ce que tu pourrais nous donner 3 références? Ça peut être film, un battle historique, ça peut être un livre, ça peut être une musique. Est-ce que tu peux nous donner 3 références, toi, qui t'inspirent? 3 références qui m'inspirent. Tout art confondu, tout Ouais, confondu. tout art confondu. Ça peut être Biscuit dans le dernier épisode, il nous a dit, moi, c'est mes chats, tu vois. Donc tout est valable. Moi déjà, première inspiration, ma jeunesse, mon quartier et ma famille. Il y a grave des personnages, donc déjà première inspiration de ouf, mes proches et tout. Et ensuite, on va dire en référence cinématographique, Reservoir Dogs de Tarantino, un très gros travail de réalisation et de mise en scène des personnages et de scénario et de style aussi. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Et en troisième, en inspiration, franchement, je donnerais ça ouais, à Mathias, Mathias Rassin en danse. Mathias, big up. Trop bien. Merci. Entre invités, on crée un peu des ponts entre les invités en leur demandant de poser des questions pour la personne suivante. Et la personne qu'on avait juste avant, du coup, c'était Biscuit. Et la question qu'il a posée pour la prochaine personne, qui du coup est toi en l'occurrence, c'est est-ce que tu te sens en ce moment au bon endroit et heureux dans ta vie? Grave. Eh, Biscuit, si tu m'entends, de ouf, merci pour la question. Et j'ai pas l'habitude de dire ça, mais franchement, en ce moment, ouais, de ouf. Je reviens d'un voyage spirituel qui pour moi m'a grave recentré et c'était super important pour moi. Et là, en ce moment, ouais, ouais, frérot, ouais, en ce moment, je me sens super bien. Et j'espère que ça va continuer. Et j'espère que la prochaine personne aussi qui va être interviewée, que ce sera la même chose que moi. Et bah, ça tombe bien, la prochaine personne qu'on interviewe après toi, ça sera Marion Motin. Ah, si, si, Est-ce que, Rémoma, bah euh, ouais. est-ce que tu peux nous transmettre une question ou un sujet à lui poser? Ah ouais, ok, d'accord. Je tape une barre de rire parce que Mario, on se connaît bien, tu vois. J'étais pas prêt pour la question. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question à Marion? Alors, attends, je réfléchis. Attends, on va pas faire les gamins, là, on est dans des interviews. Parce qu'elle aussi, je sais que sinon, elle risque de répondre aussi à un truc de ouf. Euh, quelle question je pourrais poser à Marion? Marion, on se sait, on se connaît. Moi, je veux juste savoir, bah, aujourd'hui, tu défends quoi? Voilà, c'est ma question. On va, on va lui poser, Exactement comme tu m'as fait. on va lui poser avec le même rythme. On va dire, Marion, tu sais, Ah, mais tu connais. Qu'est-ce que tu défends aujourd'hui?
Non, mais non, mais non. Ah, on rigole, on J'essayais rigole. de, j'essayais d'être plus clair. C'était pas pour mettre la surprise, archi pas, archi pas. Mais voilà, en gros, ma question. Non, non, non. Après, vas-y, ça, c'est des trucs, ça fait trop parler les gens. Ah, t'as vu Karim a dit quoi? Eh non, non, y a rien. On n'a pas d'histoire, y a rien, tranquille. Mais non, non, j'aimerais, ça m'intrigue. En vrai, j'ai envie de savoir ce qu'elle défend artistiquement. Ouais. Parce que ça fait longtemps, on s'est pas recroisés. On a rebossé ensemble il y a pas longtemps sur un projet sur Lacoste et tout. C'était grave cool et tout. Mais artistiquement, on n'a pas échangé. Et ouais, je voudrais juste savoir, ouais, qu'est-ce qu'elle défend artistiquement aujourd'hui. C'est tout. Vas-y, ça La marche. question est grave cool, franchement, y a rien. Ouais, elle est lourde la question. On transmettra. Vas-y. Eh ben, Karim, merci beaucoup. On invite tous les gens à aller voir, de préférence sur Vimeo parce que c'est en meilleure qualité, mais aussi c'est aussi sur ton Insta le court-métrage Torn qui est sorti il y a pas longtemps. Allez checker ce que tu fais sur. Merci les gars. Et merci pour le temps que tu nous as accordé. Vraiment, c'était un plaisir. Et bonne Merci à vous. continuation à toi. Merci à vous les gars et merci pour votre bienveillance. J'en mets l'interview. C'est très rare que je me sente aussi à l'aise. Merci à vous. Ah, plaisir. Lourd. T'as même plus toussé à la fin tellement. Ça t'a quitté tatou. Mais de ouf, ouais. Ça m'a guéri. Oh, de ouf. Merci les gars. Lourd, lourd. Continuez à faire Et ce à que vous bientôt. faites. Vous êtes charmés. Vas-y, à bientôt les gars. Peace, peace.